Monde numérique. Une nouvelle intelligence artificielle chinoise présentée comme révolutionnaire. Voici Manus, la super IA d'IA. On en parle cette semaine dans Monde numérique. Pendant ce temps-là, Apple patine joyeusement dans la semoule avec Apple Intelligence et avec Siri 2.0 qui prend un retard phénoménal. La marque à la pomme serait-elle complètement larguée ? Ce n'est pas tout dans l'actu, on va parler aussi de cette cyberattaque contre X qui a mis à genoux le réseau d'Elon Musk. D'où venait-elle exactement ? En France aussi, les cyberattaques se multiplient, en provenance notamment de Russie, selon l'Agence nationale de sécurité informatique. Plus gai, en revanche, la carte vitale dématérialisée arrive enfin dans nos smartphones. Avec Bruno Guglielminetti, on va parler de Google qui veut aspirer toutes nos données personnelles pour alimenter son IA Gemini. Et puis l'innovation de la semaine, on reviendra sur cet étonnant ordinateur organique qui fonctionne à base de neurones humains. Dans la deuxième partie de cette émission, les interviews, entretien exceptionnel avec le cofondateur de l'une des startups françaises les plus en vue. Je reçois Clément Delangue de Hugging Face, cette plateforme qui propose plus d'1 million de modèles d'intelligence artificielle en libre accès. On va parler également des innovations totalement incroyables présentées récemment au festival South by Southwest au Texas avec Julien Villeray d'EDF. Et enfin, on s'intéressera aux innovations technologiques dans le secteur agricole avec Patrice Duboet de Capgemini. Bienvenue à l'écoute de Monde numérique, l'hebdo du 15 mars 2025. Monde numérique, Jérôme Colombin. C'est parti pour un nouvel épisode de Monde numérique, l'hebdo. L'hebdo, c'est chaque samedi 50 minutes de news et d'interviews consacrées au meilleur de la tech. Rien de trop, juste ce qui est essentiel, ce qui est techniquement remarquable aussi et qui mérite qu'on s'y intéresse. Tiens, c'est le cas notamment de Froghands. Froghands, c'est une technologie française innovante de diffusion de contenu sur Internet. Imaginez des mini-sites très graphiques qui fonctionnent partout, sur ordinateur, smartphone, tablette ou même dans des casques de réalité virtuelle, sans passer par un navigateur classique. Froghands est partenaire de cette émission et pour assurer aujourd'hui le développement de Froghands, la société F2R2 qui est au cœur de cette innovation lance une offre de titres ouverte au public. Ça veut dire que si vous voulez investir et soutenir un projet français unique en son genre, vous pouvez acquérir des actions F2R2. C'est une opération déposée à l'AMF. Pour souscrire, c'est simple, il suffit d'aller sur le site f2r2.fr. Et pour en savoir plus, retrouvez l'interview du fondateur de Froghands, Alexis Tamas, en audio sur le fil du podcast Monde Numérique ou en vidéo sur la chaîne YouTube ou encore sur le site mondenumérique.info. Alors quoi de neuf dans l'actu cette semaine ? Eh bien tout d'abord cette fameuse nouvelle IA chinoise qui pourrait bien bousculer les choses. Vous avez aimé DeepSeek il y a quelques semaines ? Eh bien préparez-vous maintenant à accueillir Manus, M-A-N-U-S. Cette IA donc lancée la semaine dernière par une start-up chinoise qui s'appelle Butterfly Effect et qui a déjà fait couler beaucoup d'encre car la promesse énoncée par son créateur dans une vidéo est assez séduisante. Manus en fait est une sorte d'IA, une sorte d'agent qui s'appuie sur d'autres modèles d'intelligence artificielle pour effectuer toutes sortes de choses. Manus serait capable, par exemple, d'analyser des CV en masse et de prendre des décisions d'embauche, de créer des itinéraires de voyage personnalisés et ensuite de réserver des billets de train, des billets d'avion, etc. De développer entièrement des sites web, y compris à partir de sites existants, faire des copies, on imagine le meilleur comme le pire, ou encore de gérer des tâches complexes liées par exemple à l'immobilier ou la finance. Par exemple, une recherche immobilière à New York en analysant les statistiques criminelles pour trouver les meilleurs quartiers, les plus sûrs, et proposer ensuite une sélection de logements adaptés. Eh bien, c'est l'une des démonstrations qui a été faite par la startup Butterfly Effect. Voilà, une IA donc qui est capable de réaliser des tâches cognitives à la manière d'un être humain en décomposant une demande en sous-tâches pour ensuite enchaîner leur exécution. Et selon ses créateurs, ce serait, je l'ai dit, un véritable agent intelligent, carrément le premier agent IA entièrement autonome, capable de penser, planifier, exécuter des tâches sans supervision humaine. Alors,
Il faut bien dire que tout ça, c'est essentiellement ce qui est présenté dans une vidéo, mais Manos n'est pas accessible à tous. C'est disponible uniquement en version bêta. Il faut s'inscrire. Alors, il y a pas mal de gens qui l'ont fait, puisque ça a même donné lieu à du marché noir d'invitations en Chine. Il obtiendrait, ce modèle, de très bons scores par rapport aux autres modèles actuels, notamment sur le classement Gaia, qui est un outil qui compare la puissance des modèles d'intelligence artificielle entre eux. Particularité de ce Manos, c'est qu'il s'appuie donc sur d'autres modèles, et en l'occurrence, apparemment, sur Claude 3.7 très précisément de la société Anthropic, ou encore sur des versions de Qwen, qui est l'IA d'Alibaba, autre entreprise chinoise. En gros, il utilise la force de ces modèles tiers, ce qui limiterait donc sa propre consommation en puissance de calcul. C'est assez astucieux. Mais, je l'ai dit, pour l'instant, tout ça, ce sont encore des promesses. Il faut sans doute se méfier un peu. Malgré un véritable emballement médiatique, il faut peut-être un peu tempérer les choses. Certains sont allés le tester et affirment que la réalité est un peu différente de la promesse. Il travaillerait notamment beaucoup moins vite, pas aussi bien que ce qu'on voit dans la vidéo. Et comme je l'ai dit, pour l'instant, Manos n'est pas accessible à tous. En tout cas, c'est un outil qui serait prioritairement destiné aux entreprises et pas vraiment au grand public. Mais le fait que cela vienne de Chine, après le phénomène DeepSeek, évidemment, explique sans doute cet emballement médiatique. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'Atlantique, ou du Pacifique plus exactement, ça dépend par où on passe, du côté de chez Apple, c'est pas la joie. Ça ne rigole pas du tout en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Avec des annonces qui se succèdent et qui ne sont pas à l'honneur de la marque à la pomme. On sait que le système Apple Intelligence d'Apple, dévoilé en juin dernier, est en train d'arriver, mais tout doucement, sur les différents appareils. Et la nouvelle de la semaine, c'est qu'en plus, la nouvelle version de Siri, l'assistant intelligent, donc Siri 2.0, serait reportée à 2026 pour des questions techniques qui sont assez obscures. Alors d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous en parle de manière détaillée dans un édito en date du 14 mars. Et puis on va y revenir tout à l'heure dans le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti. Bon, à propos d'Apple, en revanche, là où ils sont très très bons, bien sûr, c'est sur d'autres innovations. Et par exemple, ils seraient en train de travailler sur une fonction super intéressante à venir sur les AirPods, les écouteurs de la marque à la pomme, qui permettraient de traduire des conversations en temps réel. Imaginez, vous discutez avec quelqu'un, vous avez l'oreillette et tout simplement, même s'il parle chinois, vous le comprenez en français. Ça existe un peu déjà, ce genre de choses. Ça reste encore assez expérimental. Ça marche pas forcément très très bien. Google avait sorti quelque chose dans ce goût-là. Bon, on verra si Apple arrive à faire mieux donc avec la version iOS 19. C'est pas pour tout de suite. Et puis autre chose, là où Apple en revanche reste très très bon, c'est en matière de design et d'interface utilisateur. Et on a appris que la marque préparerait une refonte majeure et en profondeur de son interface iOS, c'est-à-dire de l'interface de l'iPhone. L'iPhone devrait avoir prochainement un nouveau look, plus moderne, plus épuré, tout en conservant les repères graphiques auxquels on est habitué. Des animations repensées, une interface plus fluide, etc. Ce serait, selon les fuites, l'une des plus importantes mises à jour visuelles depuis iOS 7. Et ça arriverait avec iOS 18, qui devrait être présenté en juin prochain lors de la WWDC 2025. Le réseau social X, victime d'une cyberattaque massive en début de semaine. X a pas mal déraillé. Lundi 10 mars, aussi bien l'application mobile que la version web. Pendant un certain temps, les messages ne se chargeaient plus. Il y avait des perturbations qui ont même duré un peu jusqu'au lendemain. Il s'agissait apparemment d'une attaque par déni de service, c'est-à-dire par saturation des serveurs, via un botnet, un réseau de robots logiciels qui utilisait des caméras vidéo connectées à Internet, mal sécurisées. C'est déjà arrivé avec ce type d'appareil. Les caméras ont des adresses IP, donc elles sont infectées par un malware et ça sert de point de départ pour effectuer des milliers de requêtes. Elon Musk, le patron de X, a immédiatement montré du doigt l'Ukraine. C'est vrai que dans le contexte géopolitique actuel, ça pourrait sembler vraisemblable, sauf que apparemment ce ne serait pas l'Ukraine, ou en tout cas, c'est un autre groupe qui a revendiqué cette attaque, un groupe de hackers connu sous le nom Darkstorm Team, et qui n'aurait rien à voir avec l'Ukraine, ou en tout cas qui serait plutôt connu pour des actions pro-palestiniennes, ce qui les a déjà conduits à cibler des pays soutenant Israël.
ce serait le véritable motif de l'attaque si ce sont bien ces gens-là. En tout cas, selon le média américain spécialisé Wired, ce qui est avéré, c'est que les serveurs de X qui sont tombés, apparemment, étaient très mal protégés, ce qui fait un peu de désordre quand même pour une firme de tech comme X. Bon, même s'il faut rappeler qu'une attaque par déni de service, c'est pas réellement destructeur, ça n'occasionne pas de fuite de données, mais seulement des perturbations, des interruptions de service, c'est-à-dire que les gens ne peuvent plus se connecter. Et donc évidemment, à la clé, des manques à gagner pour les sites web ou les applis qui sont concernés. En France aussi, on parle de cyberattaques et de cybersécurité avec un chiffre, 4386 incidents de cybersécurité en France en 2024. C'est le bilan de l'ANSSI, l'agence française de cybersécurité, qui a publié récemment son bilan annuel. Et encore, ça ne concerne que les entreprises, les organismes dont s'occupe l'ANSSI, parce que au total, il y a beaucoup plus d'attaques que ça, y compris contre les particuliers. En tout cas, l'ANSSI tire la sonnette d'alarme face à cette explosion des menaces, une hausse de 15% par rapport à 2023. Ce sont notamment les attaques par rançongiciel qui continuent de faire des ravages, touchant particulièrement les petites entreprises. Les PME représentent 34% des victimes, car ce sont souvent les moins bien préparés, les moins bien protégés. Autre cible, les établissements d'enseignement supérieur qui ont vu également une nette augmentation des attaques à leur encontre. Mais une bonne nouvelle tout de même, des cibles habituelles entre guillemets comme les collectivités territoriales et les établissements de santé ont enregistré à l'inverse une baisse notable du nombre de cyberattaques, sans doute grâce aux efforts déployés pour renforcer la cybersécurité, comme quoi on peut se protéger. Cela dit, toujours selon l'agence, la France reste une cible privilégiée, notamment pour les campagnes d'espionnage et de déstabilisation émanant, on ne vous fera pas un dessin, de blocs étatiques qui ne sont autres que la Chine et la Russie. Des attaques qualifiées de totalement désinhibées d'ailleurs par l'ANSSI, comme par exemple ces hackers russes qui auraient ciblé des stations d'épuration de la Seine à Paris pour perturber les épreuves de natation lors des JO. On se souvient de ces difficultés-là, mais on ne savait pas que c'était à l'origine des hackers. Un autre groupe aurait tenté de s'en prendre aux infrastructures énergétiques de la France, mais finalement il devait être un peu débile parce qu'ils se sont complètement trompés de cible visiblement. Et puis à noter aussi dans ce palmarès, c'est bien des satellites français qui ont fait l'objet de plusieurs cyberattaques en 2024. Et on termine ce coup d'œil sur l'actu tech de la semaine avec une news un peu plus légère et une bonne nouvelle. Pour les Français affiliés à la sécurité sociale, il ne sera bientôt plus nécessaire d'avoir sur soi sa carte vitale pour se rendre chez le médecin ou en pharmacie, car la petite carte verte arrive enfin en version dématérialisée sur smartphone. Voilà, le système était en test dans plusieurs régions depuis quelques temps et il est désormais officiellement généralisé. Après la carte d'identité, après le permis de conduire, donc nouveau pas vers la dématérialisation des documents officiels personnels. Alors, pour avoir sa carte vitale sur son smartphone, comment faire ? Eh bien, mode d'emploi, il vous faut un smartphone déjà, iPhone ou Android. Et ensuite, une condition sine qua non importante quand même, il faut préciser, c'est qu'il vous faut la nouvelle carte d'identité électronique, celle au format carte bancaire, donc matériel, car elle a une puce qui permet de vous authentifier sur smartphone. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous devez télécharger 2 applications si vous ne les avez pas déjà. D'une part, l'application carte vitale, c'est logique, et aussi l'application France Identité. France Identité vous permet d'abord de vous authentifier via la carte d'identité numérique, donc il y a une petite manip qui n'est pas très compliquée, et ensuite vous allez pouvoir activer votre carte vitale dématérialisée dans l'application carte vitale. Bon, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Eh bien, pour l'instant, pas grand-chose, parce qu'en théorie, on pourra l'utiliser comme la carte vitale traditionnelle dans les établissements de santé, pharmacie, chez le médecin, etc. Mais je dis bien en théorie, car comme ça vient seulement d'arriver, eh bien, il y a fort à parier que en fait, les personnels médicaux, et notamment les médecins libéraux, ne sont pas encore équipés, donc il va sans doute falloir être un peu patient. Voilà, que diriez-vous si maintenant nous traversions l'Atlantique pour aller rejoindre à Montréal mon camarade et podcasteur préféré, Bruno Guglielminetti. Le débrief transatlantique. Le débrief transatlantique, ce pont entre la France et le Canada, entre Monde Numérique et Montcarnet. Salut Bruno Guglielminetti. Salut Jérôme Colombin à Paris. Bruno,
cette semaine, il faut qu'on parle de cette annonce de Google qui, ne ménage pas ses efforts pour essayer de rendre, son intelligence artificielle attractive, en l'occurrence Gemini. Mais alors là, ils vont faire un truc qui quand même, risque de faire un peu, grincer des dents. J'aime tellement ta présentation. Oui, et la nouvelle est tombée jeudi et j'avoue que eux, bon, Google m'a envoyé ça en disant: «Oh, on a des bonnes nouvelles» et le premier truc que je regarde, c'est la personnalisation de l'utilisation de Gemini. Alors évidemment, l'intention est noble, c'est-à-dire de permettre aux gens, comme d'autres IA sur le marché permettent, des IA génératives, permettent de personnaliser en prenant le temps d'aller dans les paramètres et d'indiquer des choses. Sauf que Google, voulant simplifier l'opération s'est dit: demandons pas aux gens d'aller chercher d'aller pondre de l'information sur eux. Allons plutôt utiliser toutes ces données qu'ils génèrent en utilisant nos propriétés». Donc, quelqu'un qui veut puis là, je rassure les gens, là, c'est un opt-in. Il faut quand même faire le geste, par défaut, ça ne Ouais. fonctionnera pas. Mais si vous allez dans les paramètres, vous pouvez autoriser Gemini à utiliser toutes les traces que vous pouvez laisser en utilisant des applications et des services de Google pour personnaliser votre expérience d'utilisation de Gemini. Ça Wow. veut dire tout votre historique de navigation sur Internet si vous utilisez Chrome. Mmh. Ça veut dire toutes les vidéos que vous regardez ou les recherches que vous faites sur YouTube, les recherches aussi que vous pouvez faire sur d'autres outils. Je pense à Google Maps notamment. Bref, l'idée, c'est que Gmail également? Gmail, on n'est pas encore là, mais c'est une Ouais. question de temps, hein. Et donc, l'idée, c'est de savoir le maximum d'informations sur ce qui vous intéresse pour par la suite arriver à avoir une idée de qui vous êtes. Bon, à Google, là, mais là, c'est de connecter les 2 avec ce que Google sait sur vous, enfin les traces que vous laissez lorsque vous utilisez les outils de Google et Gemini, et donc de marier ça en 2. Mais évidemment, c'est toute la question de la vie privée qui est soulevée par la chose. Le geste est un peu noble de faciliter la vie des gens, mais là, on commence à donner Ouais. beaucoup d'informations sur nous-mêmes à une IA, sachant pas ce que l'IA peut en faire par la suite. Ouais, je sens que ça te choque ça, hein, ça te défrise un peu, hein? Non, moi, j'ai les cheveux courts de ce temps-ci, donc ça va. Mais non, c'est sûr que ça pose des questions Bah, bien sûr. et je pense que, bon, la bonne décision de Google, c'est quand même de ne pas l'avoir faite, par défaut. Donc, il faut vraiment commettre le geste de dire: Mmh. «Je prends le pari et je mixe mes données personnelles avec Gemini». Ah bah, Ça, il y a déjà déjà je pense qu'en Europe, ils n'auraient pas le droit de faire ça, hein, non, exactement, ouais. avec le RGPD. Mais pour le reste de la planète, ça pourrait se faire, sans trop de problèmes. Mmh. Et puis mais donc il y a une première étape à faire, mais par la suite, moi, j'avoue très honnêtement que je vais pas le faire tout de suite. Mmh mh. Je vais le faire probablement, mais pas tout de suite parce que je veux voir les mauvaises histoires qui vont sortir, dans les Mmh. prochaines semaines quant à l'utilisation croisée de ces outils-là. Mais à moyen terme et à long terme, c'est sûr que si on veut vraiment tirer le maximum d'un outil comme Gemini qui est intégré à tout le reste de la suite, ben, il faut passer par là. Bah, voilà, c'est in fine, il y aura quand même des bénéfices, mais la Ouais, question, c'est toujours la même, c'est à quel prix? voilà. Et quelles garanties ils vont, fournir pour que les données ne servent qu'à nos intérêts, immédiats? Exactement. Mais ce qui me fait penser à, vendredi, ben hier, vendredi, tu as, pondu un édito donc qui touchait écoute, on reste dans le même domaine, hein, on parle d'intelligence artificielle, mais j'ai bien aimé, ce que tu disais par rapport à Apple À Apple, Intelligence ouais. et l'histoire de, Siri qui peine à évoluer. Bah, oui, oui, parce que, Siri, 2.0 comme on peut l'appeler, qui devait sortir là, finalement, à peu près, en cette période, en tout cas aux Là, oui, États-Unis, ouais, oui, oui. et bien, ne verra pas le jour et alors c'est complètement fou parce qu'ils ont, annoncé, fait savoir qu'en fait, c'était carrément reporté à 2026. Ouais. Donc c'est énorme comme délai et pourquoi? Parce que, selon alors ça, c'est pas officiel en revanche, mais c'est l'interprétation d'un expert, un développeur qui est assez, réputé et crédible. Il dit: «Mais en fait, c'est parce qu'il y a un problème de sécurité. Siri pourrait être jailbreaké trop facilement
jusqu'à par ce qu'on appelle une injection de prompt, c'est-à-dire une instruction qui va lui demander de se sortir de... Tiens, au moment où je parle de Siri, il se déclenche, hein, ça c'est le gros problème. Il veut injecter des propos. Parce que pour l'instant, il est encore assez bête. Et comme Siri doit être intégré de manière très profonde dans le système d'Apple, eh ben, ça pourrait vraiment avoir des conséquences très, très graves. Et moi, C'est je trouve... intéressant parce qu'à la fois, c'est sa force, mais ce serait sa faiblesse. Exactement, c'est sa force et sa faiblesse en même temps. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'on peut aussi se poser la question de savoir si Apple nous a pas un peu vendu du rêve un peu vite quand ils ont fait leur présentation en juin, en nous montrant Apple Intelligence et tout ce qu'allait faire Apple Intelligence. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'en fait, il y avait rien qui marchait à l'époque, ou presque rien, et que ils ont un peu tiré des plans sur la comète, hein. Ouais. Même si c'est quand même pas la première fois qu'ils font ça, parce qu'ils ont toujours fait ça. Rappelle-toi, le premier iPhone, il marchait pas. Quand, mais quand même, Jérôme, tu te souviendras d'une discussion qu'on avait eue quand on a présenté, quand Apple a présenté l'iPhone 16. Moi, la première chose que j'ai dit, c'est que si vous voulez utiliser le nouvel appareil pour utiliser Apple Intelligence, attendez le 17. Ouais. Parce que, mais là, ce que ça veut dire, c'est que ça sera presque pas prêt avant le 18. Exactement. C'est énorme ce retard. Ils n'arrivent pas à rattraper ce retard. Et c'est catastrophique pour Apple. Bien sûr, parce que c'est Apple, parce que c'est l'intelligence artificielle qui est le truc du moment, parce qu'ils prennent du retard. Là, j'étais récemment au salon de Barcelone, hein, le Mobile World Congress, où il y avait de l'IA partout. Et les constructeurs chinois, coréens, etc., expliquent tout ce que l'IA va pouvoir faire dans les smartphones. Et Apple Et même dans les modèles, mais tu vois, là, tu parles des modèles à venir, mais même dans les nouveaux modèles, le Pixel, le OnePlus, le Huawei. Oui, il y a déjà plein de fonctions. Embarqué, là. Bien sûr, bien sûr. Depuis le Galaxy S24 de Samsung, Oui, exactement. c'est lui qui avait ouvert le bal. Bon, Apple voilà. Est tellement en retard, et donc ça. Puis j'avoue que je suis ambivalent parce que j'ai aimé la transparence de Apple en disant, écoutez, on va être honnête avec vous, là, ça sera pas prêt avant 2026. Ça, c'est comme la semaine passée quand la nouvelle est sortie. Mais là, c'est ça, c'est qu'on connaît. Puis ton billet de vendredi m'a fait penser à ça. C'est que là, on est en train de revoir toutes les ramifications, l'impact pour l'entreprise, mais aussi, puis moi, c'est un peu ça qui me déçoit, mais bon, on est déjà habitué, puis tu as fait référence à ça, c'est le mensonge au niveau de la mise en marché. Écoute, c'était Apple Intelligence de bord en bord quand ils ont présenté le iPhone 16. Puis il y a quoi? Oh, on peut faire des images de soi-même en tête de cochon. Wow! Bravo, l'IA! Eh oui, que veux-tu? Bon, en tout cas, on va voir comment ils vont gérer c'est pas encore une crise, mais ça pourrait bien le devenir. Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet, dans ton excellente émission hebdomadaire? Oh, merci beaucoup de la présenter de cette façon-là. Eh bien, écoute, on connaît Yoshua Bengio, on l'a eu en invité tous les deux. Ouais, j'ai la chance de l'IA. Exactement. J'ai la chance cette semaine d'accueillir Catherine Régis. Elle est, et là je pèse mes mots là, elle est la Bengio de l'éthique de l'IA, donc de l'encadrement de son utilisation et de la réflexion qu'on doit avoir autour de ça. Tu sais, tous ces textes qu'on a vu sortir ici et là sur les risques qui pouvaient être encourus avec l'utilisation de l'IA, Catherine Régis, elle est beaucoup derrière toutes ces initiatives-là. Elle est rattachée, elle est prof à l'Université de Montréal, elle est rattachée au MILA et c'est un peu, puis elle est toujours un peu dans l'ombre de Yoshua Bengio. Mais là, je lui ai demandé, je dis, est-ce que je peux vous parler? Et puis, entre un voyage à Vancouver puis un autre à Paris, puis là, je pense qu'elle parlait je repartais à Londres, elle a accepté. On a fait une entrevue de 25 minutes. Super. C'est fascinant parce qu'elle travaille avec presque tous les gouvernements de la planète qui sont des leaders dans le domaine de l'IA. Elle vient de pondre un document pour les Nations Unies. Alors, c'est pour discuter de où ça s'en va par rapport à l'éthique et qui joue avec quoi dans le contexte qu'on connaît international. Sinon, rapidement, deux auteurs, Stéphane Ricoul, que tu connais, qui est collaborateur sur mon carnet, il sort un livre qui s'appelle « Vos clics, leur cash ». Ça sort à Paris et ça sort à Montréal en simultané. Et donc, on va parler de fiscalité du monde numérique. Wow. Autre livre qui sort à la fois... Voilà, c'est fort. Autre livre qui sort à Paris et à Montréal en même temps, c'est « L'Empire du sexe », une enquête sur Pornhub.
qui est une fierté Ah oui, canadienne, hein. ouais, c'est vrai que Ouais, ouais. c'est une pépite canadienne, ça. De Montréal. J'ai plusieurs amis qui Magnifique. travaillent là, ouais. Et puis, donc, grosse enquête du Journal de Montréal sur, la chose Ouais, et j'ai vu puis, ben, passer ça, ouais. ouais, puis donc on en parle et puis, on va parler avec, Chloé Sandervost du nouvel IA qui, est lancé au Canada. Donc c'est une fierté canadienne. Ça vient de Toronto, puis je vais en parler donc avec, ma collègue qui couvre l'IA chez Radio-Canada. Ah bah, dis donc, il s'en passe des choses au Canada. Je vais être obligé d'aller écouter ton podcast pour une fois. Ben, tu vas être Ah! obligé de venir faire une édition spéciale de Monde numérique au Canada. Ben, je te souhaite une bonne suite d'émissions et puis je te dis à la semaine prochaine. Merci Bruno, très bonne émission à toi aussi et à la semaine prochaine. L'innovation de la semaine, c'est un ordinateur, mais un ordinateur d'un genre un peu particulier, puisqu'il fonctionne, tenez-vous bien, avec des neurones humains et animaux d'ailleurs. Il était présenté récemment au Salon Mobile World Congress de Barcelone, mais j'avoue que j'étais un peu passé à côté, et il est temps d'en parler maintenant. C'est une innovation donc signée par une start-up australienne, Cortical Labs, et c'est un ordinateur biologique. Alors de quoi parle-t-on ? Eh bien donc, cette machine qui s'appelle le CL1, Cortical Labs 1, est à moitié électronique et à moitié organique parce qu'à l'intérieur, il y a une sorte de processeur qui fonctionne avec des cellules cérébrales humaines et animales connectées à des circuits électroniques. En fait, il s'agit de cellules issues de cellules sanguines ou cutanées et qui ont été transformées en cellules souches, cultivées en laboratoire, reliées ensuite à 59 électrodes et maintenues en vie, entre guillemets, à l'intérieur de cette machine à l'aide d'un système de pompe et de mélange gazeux pour fournir des nutriments. À l'arrivée, cet amas de cellules serait capable d'effectuer des calculs informatiques, mais aussi d'aller plus loin, d'apprendre, de s'adapter à des situations complexes, d'exécuter du code informatique, notamment en langage Python. Pour la démonstration, la start-up arrive à faire jouer son ordinateur au jeu vidéo Pong, ce vieux jeu de tennis des années 70, qui n'est pas le jeu le plus évolué du moment, hein, mais on est encore un peu dans la preuve de concept. Donc, ce joujou est totalement surprenant. C'est la première fois qu'on voit ça en vrai, même si le concept n'est pas vraiment nouveau. C'est la concrétisation de ce qu'on appelle l'intelligence organoïque, un champ de recherche qui serait, selon ses promoteurs, eh bien, ni plus ni moins, le futur de l'intelligence artificielle. Car ça pourrait offrir une puissance de calcul nouvelle, avec un gros avantage, notamment, c'est le ratio entre puissance de calcul et consommation énergétique. En effet, on sait qu'un ordinateur standard a besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner et consomme plusieurs centaines de watts pour un ordinateur de bureau classique, tandis qu'un cerveau humain, qui évidemment est bien plus puissant qu'un ordinateur, eh bien lui est un outil formidable puisqu'il consomme à peine 20 watts. Notre petit cerveau, avec tout ce qu'il sait faire, ne bouffe que 20 watts d'électricité. Le prototype présenté à Barcelone, lui, ne consommerait qu'entre 28 et 33 watts, ce qui montre bien qu'on se rapproche plus d'une sorte de cerveau humain plutôt que d'un ordinateur traditionnel, même si pour l'instant c'est encore très très basique en termes de fonctionnement, et c'est aussi très cher. La machine coûte 35 000 $. Elle est disponible, cela dit, en location. Alors évidemment, c'est fascinant, mais un ordinateur organique, ça pose aussi des questions éthiques. Une telle machine pourrait-elle avoir une conscience ? Question notamment qu'a posée Numérama aux dirigeants de cette société, qui répond que les organoïdes ne sont pas des cerveaux, puisque en fait il n'y a que quelques milliers de neurones, alors que le cerveau humain, lui, il en a des dizaines de milliards. Ouais, bon, on pensera ce qu'on veut de cette réponse, parce que si aujourd'hui le cerveau est minuscule, qu'est-ce qui se passera le jour où on arrivera à faire un super ordinateur organique ? Et si le sujet vous intéresse, alors comme je l'ai dit, la thématique n'est pas nouvelle, et justement j'avais interviewé récemment le français Bruno Maisonnier, qui a une société qui s'appelle Another Brain et qui travaille précisément là-dessus, et il vient d'écrire justement un livre qui s'appelle Organic AI. L'interview date du 28 janvier dernier, donc c'est tout frais. C'est à retrouver sur votre app de podcast à la date du 28 janvier ou sur le site mondenumérique.info, l'interview de Bruno Maisonnier à propos de ce concept d'ordinateur organique. Monde numérique, le meilleur de la tech.
On va passer maintenant aux interviews de la semaine de Monde Numérique. Mais juste avant cela, je voudrais vous annoncer une nouvelle qui va intéresser bon nombre d'auditeurs. Attention les yeux, ou les oreilles plutôt. Depuis cette semaine, la version premium de Monde Numérique l'hebdo est disponible sur Spotify. Alors l'hebdo premium, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une version allongée de cette émission avec les interviews en version intégrale. Et en plus, disponible dès le vendredi soir au lieu du samedi matin, sans pub avant l'émission, pour seulement 2,99€ par mois, mesdames et messieurs. Jusqu'à présent, l'hebdo premium était accessible uniquement sur Apple Podcast, mais grâce au super boulot de mon nouvel hébergeur AudioMeans, eh bien ça marche aussi sur Spotify. Voilà, si vous êtes sur Spotify et que vous voulez vous abonner à l'hebdo premium, donc comment faire ? Eh bien, vous allez donc sur la fiche du podcast que vous écoutez actuellement pour retrouver le lien vers le flux premium. Alors vous le trouverez notamment dans l'onglet Découvrir plus de ce genre ou dans la description du podcast. Tout simplement, vous cliquez pour accéder à Monde Numérique Premium. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner, puis sur le petit cadenas vert afin d'obtenir l'accès. Ça paraît compliqué comme ça, en fait, c'est très simple. Vous verrez apparaître ensuite Monde Numérique Premium comme un deuxième flux de podcast dans votre application d'écoute. Et vous pourrez aussi accéder aux épisodes premium à partir du flux principal, ce qui est pas mal, du coup tout est mélangé. Voilà, c'est fait pour satisfaire tout le monde. Ceux qui veulent d'un côté simplement une émission de 50 minutes le samedi, puis ceux qui en veulent tout de suite beaucoup plus, c'est pour vous. Donc c'est disponible sur Spotify, également sur Apple Podcasts, ça l'était déjà, pas de changement si vous étiez abonné. Vous êtes assez nombreux d'ailleurs à vous être abonnés. Merci pour cela et merci pour votre fidélité. Bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à Monde Numérique Premium, vous pouvez écouter les interviews en intégralité, en épisodes séparés, quelques jours après la diffusion de l'hebdo. Allez, trêve de bavardage, je vous propose maintenant de retrouver mes invités de la semaine pour aborder des sujets passionnants. Clément Delangue de la start-up franco-américaine Hugging Face. On écoutera Patrice Duboé de Capgemini pour parler de la tech au service de l'agriculture. Mais d'abord, l'actu, c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours à peine au Texas, l'un des plus grands événements mondiaux consacrés à l'innovation. Monde Numérique. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation d'EDF, ravi de vous retrouver comme chaque mois en partenariat entre EDF et Monde Numérique pour faire le point sur ces innovations qui nous changent la vie ou qui vont peut-être nous changer la vie, notamment dans le domaine de l'énergie, mais pas seulement. Julien, quelle chance, vous revenez à l'instant du Texas pour un événement dont on est obligé de parler tous les ans maintenant, c'est le fameux South by Southwest. C'est toujours un regard sur le futur, cette manifestation. Exactement. Et donc, il y a un talk qui est en général un des premiers qui ouvre la première journée de conférence qui est très attendu, qui est celui du MIT, la célèbre école, le Massachusetts Institute of Technology, qui présente ses 10 technologies de rupture de 2025. Donc ça, c'est les 10 technologies, pas du futur au sens elles vont arriver dans très longtemps, mais c'est celles qui, cette année, sont mûres pour commencer à produire des effets incroyables. Alors, on pourrait parler très longuement des 10, mais je vais quand même les citer et les lister parce que je peux pas m'empêcher, chacune à présente des intérêts assez géniaux. D'abord, le Vera C. Rubin Observatory, c'est quoi ? C'est le télescope le plus puissant qui n'a jamais été conçu dans le monde, qui, ça y est terminé, avec un capteur. Le capteur, c'est ce qui permet, en fait, comme dans nos téléphones, de faire les photos. Ben là, le capteur de ce télescope, il fait la taille d'une voiture. Donc voilà, on imagine la taille d'une voiture, c'est le capteur qui est à l'intérieur du télescope. Il va permettre quoi ? Il va permettre de faire une map en 3D, une cartographie en 3D de toute la Voie lactée. Ça, c'est leur premier projet. Et donc de trouver des milliards de nouvelles étoiles et de nouvelles galaxies. Donc c'est ça le projet. On va beaucoup en entendre parler, je pense, dans la presse dans les mois qui viennent, mais en tout cas, il va ouvrir cette année. Beaucoup parler aussi de tout ce qui est de la recherche en Generative AI, Perplexity, OpenAI Search, enfin bref, en gros, un peu la fin du modèle Google tel qu'on le connaît et vraiment l'utilisation en masse par les utilisateurs et par le grand public de la recherche générative. Les petits language models, on parle des LLM, les large language models, et là maintenant les petits modèles de langage spécialisés qui vont se généraliser. Julien, ça c'est le présent en quelque sorte. Il y a aussi le futur, avec je crois un peu le point d'orgue de cette manifestation au Texas, c'est la conférence de la futurologue Amy Webb.
Exactement, Amy Webb, c'est un peu la star de South by. Ça fait 20 ans qu'elle fait son grand talk sur le futur. On fait la queue plus de 2 heures avant devant la salle pour être sûr d'avoir une place. Et c'est une salle qui fait plusieurs milliers de personnes. Donc autant dire qu'elle est très, très attendue. Et donc elle a présenté, comme chaque année, ses grandes tendances de l'année. Alors pareil, je vais devoir passer vite, mais très intéressant. La première tendance, selon elle, du futur qui est devant nous, c'est l'intelligence vivante, la living intelligence, comme elle l'appelle, c'est-à-dire c'est le concept de la fusion entre l'intelligence artificielle et les biotechnologies qui marquent en fait une nouvelle ère technologique. Dit autrement, un exemple, c'est les puces informatiques qui vont intégrer des neurones biologiques, des neurones humains à l'intérieur. Et ça, c'est des technologies qui sont développées aujourd'hui, qui fonctionnent en laboratoire et qui vont pouvoir développer de façon très, très, très nouvelle des systèmes mi-biologiques, mi-numériques. Donc Ouais. une intelligence vivante. Et ça, pour elle, c'est vraiment une rupture des 5 ans à venir qui va être très, très forte. Et La d'ailleurs, deuxième, il y avait un pardon. prototype présenté au salon de Barcelone, le Mobile World Congress récemment, effectivement, l'un des premiers prototypes d'ordinateurs biologiques en quelque sorte. Exactement. Et donc pour elle, c'est vraiment une rupture très importante dans l'avenir qui est devant nous. La deuxième, alors on en parle beaucoup et le CES a été très marquant de ce point de vue-là, c'est les avancées en robotique et la capacité des robots à gérer le désordre dans des environnements réels. Dit autrement, les robots jusqu'à présent étaient programmés pour fonctionner dans l'ordre, c'est-à-dire des choses qui étaient programmées, faire petit A, petit B, petit C, dans un environnement maîtrisé. On imagine un robot dans une usine de voiture, par exemple. Eh bien là, c'est l'arrivée et l'adoption commerciale massive des robots assistants dans les 5 prochaines années, selon elle, parce que désormais, les robots, grâce à l'intelligence artificielle, savent gérer toute la complexité de la vraie vie. Et on sait que la vraie vie, c'est pas évident de naviguer dans la vraie vie. Le troisième, c'est les métamatériaux et le biomimétisme. Donc, c'est des métamatériaux, c'est des nouveaux matériaux qu'on invente et qui vont pouvoir redéfinir les limites de la physique. Elle a donné l'exemple, par exemple, de briques, des briques de construction qui fonctionnent à l'intérieur comme des poumons et qui vont filtrer l'air. Donc ça, c'est une innovation qui existe, qui est développée aujourd'hui en laboratoire. Et ben, on imagine qu'un immeuble construit avec ces briques va en fait dans la ville filtrer l'air et donc enlever la pollution en permanence de la ville. Donc ce type de métamatériaux, de nouveaux matériaux qui mimiquent la biologie, elle pense que ce sera là aussi une des grandes révolutions. La quatrième, c'est la collaboration entre les géants de la technologie, considérant que de plus en plus de rapidité finalement et de besoin de travail sur les sujets comme l'IA évidemment et toute la data et les puissances de calcul dont on a besoin pour faire avancer les technologies, va pousser un mouvement d'open source généralisé et que les géants de la tech en fait vont dépropriériser, si je puis dire, ce néologisme, leur technologie et les apporter de plus en plus en open source parce que c'est ça qui va permettre d'accélérer dans cette innovation numérique. Et puis son dernier point, c'était de dire qu'on est passé au-delà de ce qu'on appelle les super cycles technologiques. On a parlé souvent de l'IA comme d'un super cycle technologique, c'est-à-dire qu'on arrive tout d'un coup dans un moment qui change tout. L'IA change tout. Elle pense qu'on est dans le beyond, c'est-à-dire qu'on est allé encore plus dans quelque chose de plus fort, plus puissant, plus loin, je sais pas comment dire, qu'un super cycle technologique. Ça veut dire que la technologie en ce moment et à l'avenir encore plus, va évoluer plus vite que notre capacité à en appréhender les impacts. Dit autrement, on va sortir des technologies, mais on va pas bien réussir à maîtriser les impacts que ça va avoir sur nos vies, ce qui est un peu inquiétant, on va se le dire. Ouais, en effet. C'était pas une prédiction très positive de sa part et elle l'assumait, mais elle dit ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est que on n'arrive plus et on va de moins en moins arriver à prendre des décisions éclairées sur les technologies parce qu'en fait, elles arrivent tellement vite qu'on n'a pas le temps de se les approprier. Merci beaucoup Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF, de ce retour enthousiaste du festival South by Southwest au Texas. Merci Jérôme. Bonjour Clément Delangue. Bonjour. Merci d'être dans Monde Numérique en ligne depuis Miami, en Floride, où vous habitez. Vous êtes donc cofondateur et dirigeant de la startup Hugging Face, la fameuse startup Hugging Face, franco-américaine, valorisée à plusieurs milliards de dollars, une pépite, comme on dit, souvent citée d'ailleurs par les responsables politiques français. Alors très connue dans le monde de la tech, pas forcément auprès du grand public. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu exactement ce que c'est que Hugging Face ?
Ouais, Hugging Face, on a eu la chance de devenir la plateforme la plus utilisée par ce qu'on appelle les AI builders, donc c'est-à-dire toutes les personnes qui créent de l'intelligence artificielle. Donc on a bientôt 10 millions d'utilisateurs qui viennent sur Hugging Face pour trouver des modèles. Donc, par exemple, si vous connaissez les modèles de Mistral, les modèles de Meta, Llama, les modèles de DeepSeek, pour trouver des jeux de données, des datasets, et pour construire des applications. Donc, on est devenu une sorte d'app store de l'intelligence artificielle avec plus de 400 000 applications qui ont été créées sur la plateforme, sur Hugging Face. Donc vous ne créez pas vous-même de modèles d'intelligence artificielle, mais vous mettez à disposition des modèles qui sont open source et donc n'importe qui peut les utiliser et même les adapter à ses propres besoins. C'est ça, ouais. C'est un peu comme une bibliothèque, on va dire, la version intelligence artificielle de la bibliothèque, où n'importe quelle entreprise, n'importe quelle organisation, n'importe quelle personne peut venir sur la plateforme, trouver un modèle open source, donc gratuit, et construire leur propre application d'intelligence artificielle. Nous, notre vision, c'est qu'à terme, toutes les entreprises, toutes les organisations vont être capables de créer de l'intelligence artificielle elles-mêmes, qu'elles vont pas devoir dépendre d'un OpenAI, d'un Anthropic. Et du coup, on a construit la plateforme qui permet de faire ça. Donc c'est le contraire de ce qu'on voit aujourd'hui finalement, avec un ChatGPT qui est une solution propriétaire, qui fonctionne sur des gros data centers qui ne sont pas au sein des entreprises qui les utilisent, qui sont des algos propriétaires, des solutions propriétaires, etc. Ouais. Vous êtes à l'antithèse de ce concept-là. Ouais, à l'antithèse. Alors, ce concept-là, il est très. C'est plus une perception qu'une réalité, parce que déjà sur Hugging Face, on a un nouveau modèle jeu de données ou application créé toutes les 10 secondes. Donc il y a plus de d'1,5 million de modèles qui ont été créés sur Hugging Face. Donc les entreprises déjà créent leur propre modèle et tout le monde ne dépend pas d'OpenAI. Donc c'est plus une perception qu'une réalité, mais on pense que ça va s'intensifier dans les prochains mois, dans les prochaines années, où vraiment on aura toutes les entreprises qui vont créer leur propre intelligence artificielle, en s'appuyant bien sûr sur des modèles open source parfois, comme des Mistral, comme des Llama. Donc on comprend bien pourquoi effectivement tu es un avocat et un défenseur convaincu de l'open source. Et c'est vrai que c'est un discours qu'on entend de plus en plus, qui rentre en résonance avec les discours officiels. Mais on a l'impression que, et même à des échelles vraiment de pays, d'États, hein, aujourd'hui, l'open source, c'est quasiment là-dessus que l'Europe a officiellement l'intention de s'appuyer pour développer de l'IA. La Chine aussi, DeepSeek est un modèle open source. C'est un peu l'open source, c'est un peu l'arme du challenger, et ça l'a toujours été, ça l'a été dans le logiciel. Est-ce que tu penses que ça va donc suivre le même chemin, c'est-à-dire vraiment c'est ça qui va monter en puissance? Oui, comme tu le dis, en fait, l'open source, c'est un moyen pour les pays ou les organisations un peu challenger de rattraper plus rapidement, parce qu'en fait, en poussant l'open source, vous avez de plus en plus de collaboration entre les différentes organisations qui construisent au-dessus l'un de l'autre, qui se challenge, qui s'émulent et qui partagent en fait ce savoir et cet apprentissage, et du coup ça permet de développer la technologie plus rapidement. À mon avis, c'est ça qui a permis aux États-Unis de devenir le leader entre 2016 et 2022. Tout était ouvert aux États-Unis et toutes les entreprises, toutes les organisations construisaient au-dessus l'un de l'autre, et tu avais cette émulation très forte qui faisait que le cycle de progrès était très rapide et a amené à ce leadership américain. Donc, je pense que tous les autres pays devraient faire la même chose. La Chine a très bien compris, puisque depuis 2-3 ans, c'est ce qu'ils font, et ça leur permet de rattraper, comme ce qu'on peut voir avec DeepSeek.
Et aussi les entreprises, je pense, devraient faire la même chose. Les startups, les petites entreprises devraient s'appuyer là-dessus de plus en plus pour réussir à rattraper. Et au-delà de l'aspect un peu, on va dire, utilitaire de l'open source, moi, ce que je trouve intéressant et important, c'est l'aspect aussi éthique. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle est une technologie d'infrastructure fondamentale qui, si elle est contrôlée par quelques acteurs, à mon avis, peut être très, très dangereuse. Et donc, je pense qu'on a vraiment envie, comme le software, qu'elle soit accessible à tous. Et ça passe par l'open source. Sans open source, la technologie sera uniquement accessible, disponible, maîtrisable par quelques acteurs, peut-être par OpenAI, Microsoft et quelques autres. Et ça, ce serait vraiment un gros risque. Imagine un monde où il y aurait que une ou deux entreprises qui pourraient faire du logiciel. Ce serait un monde assez Ça serait un peu dangereux, limité, pas bien sûr, forcément un et monde dans dangereux. lequel on aimerait vivre, je pense. Donc, Ouais, d'un mais point de comment vue éthique, expliquer c'est important aussi. J'entends bien, mais comment expliquer que même ceux qui faisaient de l'open source avant, typiquement OpenAI, hein, d'où son nom, finalement après s'orientent vers des solutions propriétaires? Est-ce que c'est pas une espèce de fatalité, économique? Et puis alors Meta aussi, prône beaucoup, l'open source, mais en réalité tout n'est pas open source chez Meta, hein. Il y a, maintenant ce qu'on appelle le distinguo entre l'open source et l'open weight. Donc finalement, il y a certains bouts en open source, mais pas tout. Les entreprises qui innovent sont obligées quand même. Est-ce qu'elles sont pas obligées à un moment de garder un peu leurs petits secrets comme ça? Ouais, c'est un gradient en fait. C'est pas open source ou pas open source. Je pense que ça navigue un peu d'un extrême à l'autre. Mmh. Et que les entreprises aussi naviguent sur ce gradient. D'ailleurs, on voit qu'OpenAI en ce moment est en train de réfléchir à peut-être revenir à un modèle plus open source. Je pense que Sam Altman, il y a quelques semaines, a dit qu'il se sentait du mauvais côté de l'histoire en étant moins open source qu'avant. Donc, on voit aussi que les entreprises naviguent sur ce gradient. Je pense qu'il faut il faut essayer de pousser, de se diriger de plus en plus vers plus d'ouverture, plus de transparence, en se disant que voilà, ce sera jamais 100% transparent, 100% ouvert, mais plus Mmh. on peut pousser dans cette direction, le mieux c'est, je pense. Merci Clément Delangue, CEO, cofondateur de Hugging Face. Merci beaucoup d'avoir été dans Monde Numérique. Merci beaucoup. Bonjour Patrice Dubois, Bonjour Jérôme. directeur de l'innovation pour l'Europe du Sud chez Capgemini. Ravi de vous accueillir à nouveau dans Monde Numérique pour ce rendez-vous mensuel en partenariat avec Capgemini. Le salon de l'agriculture avait lieu récemment à Paris et on voit que de plus en plus la technologie s'invite dans l'agriculture. Est-ce qu'on peut dire que véritablement la tech a changé l'agriculture aujourd'hui? Indéniablement, en fait, on va pas parler de révolution, mais aujourd'hui, la tech et pas que la low tech arrive dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les industries. Et l'agriculture s'est vraiment transformée, l'agro et l'agri d'ailleurs, hein, s'est vraiment transformée ces dernières années. On voit bien l'analyse, par exemple, des parcelles, grâce aux images satellites, permettent aujourd'hui d'avoir une vue parfaite sur les cultures, analyser les champs, voir la forestation ou la déforestation, grâce à des images de satellites ou de drones même. En fait, on a une vue parfaite pour gérer une meilleure irrigation, gérer en fait tous les produits phytosanitaires. On sait très bien aujourd'hui que tous les tracteurs aujourd'hui sont équipés de GPS. On a entendu beaucoup de vols justement de ces GPS qui valent très très cher. Et en fait, aujourd'hui, il y a un autopilotage des tracteurs sur les grandes parcelles qui, grâce aux images satellites, vont donner le juste niveau des traitements pour ne pas exploiter les terres et avoir la bonne irrigation, le bon traitement pour ne pas avoir de maladies et avoir des meilleurs rendements pour les parcelles. Donc ça, c'est déjà un premier bon exemple sur la partie l'innovation
et l'analyse data qui vient au service de l'ensemencement et des cultures. Mais si on prend l'autre dimension de la partie élevage, où là, on peut avoir des grands élevages, mais on a aussi en France beaucoup de petites exploitations qui vont gérer des troupeaux de quelques dizaines de têtes, quelques dizaines de vaches, quelques centaines de brebis, de chèvres ou des dizaines de chevaux. Et donc là, on a d'autres types d'innovations qui sont arrivées, en particulier sur le bien-être animal. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de colliers connectés sur les animaux pour mesurer la température, anticiper par exemple des maladies. On a également d'autres colliers connectés qui vont détecter un vélage. Et on sait très bien que on va avoir un vélage pour une vache, une jument ou une brebis, ben souvent l'agriculteur, le berger, l'éleveur doit être à côté pour faciliter justement la naissance des petits et le fait d'être prévenu, ça permet d'anticiper, des pertes d'animaux à la naissance. Donc de plus en plus de ces équipements sont développés. On a également dans les zones un petit peu plus reculées le suivi GPS qui était jusqu'à présent possible que dans les zones, on va dire, habitées avec une couverture réseau. Grâce à l'arrivée des satellites aujourd'hui, on peut suivre les troupeaux dans toutes les zones de montagne en France, les Alpes, les Vosges, le Massif central, les Pyrénées. Et donc, on voit encore une fois ce côté inclusion numérique où la techno, le satellite, permet à tous les agriculteurs, pas uniquement dans les zones peuplées, d'avoir accès à ces technologies. Et donc ça, c'est un point qui est important parce que ces colliers connectés permettent non seulement de retrouver les animaux, par exemple en période de brouillard en montagne, pour pouvoir les ramener le soir ou plusieurs fois par semaine, mais c'est également des choses qui permettent de ramener les jeunes populations de bergers ou d'agriculteurs en montagne lorsqu'il n'y avait aucun réseau. On comprend qu'aujourd'hui, un jeune ne va pas forcément passer 3-4 mois en transhumance seul en montagne. Les mœurs ont évolué, les besoins ont changé. Aujourd'hui, on se doit d'être connecté. C'est intéressant de noter que cette année, la transhumance est devenue patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une tradition millénaire et qui a de multiples avantages. D'abord, on va aller chercher le fourrage là où il est. L'été, il y a plus d'herbe forcément en montagne, on le sait, il fait plus frais que dans les plaines. Ça évite d'importer des fourrages d'autres pays, d'Europe de l'Est, d'Espagne, donc c'est des coûts en moins. C'est un meilleur entretien de la montagne grâce aux troupeaux qui vont éviter les incendies en prenant l'herbe. Et puis voilà, ces colliers connectés permettent de les trouver, de les suivre, d'analyser leurs mouvements, mais également de pouvoir détecter les attaques de prédateurs. On parle beaucoup de l'ours, du loup, des lynx. Donc vous voyez, avec un petit collier, on peut amener beaucoup de services aux agriculteurs et permettre à des jeunes bergers de revenir, de reprendre possession de la montagne pour mieux l'entretenir. En matière de protection de l'environnement et de respect de l'environnement, on sait que la tech également apporte, beaucoup, et les agriculteurs sont en première ligne sur ce terrain-là. Tout à fait, on a entendu beaucoup parler dans l'actualité, hein, les batailles autour de l'eau. On sait qu'aujourd'hui, la gestion de l'eau, c'est quelque chose qui est capital. On le voit aussi avec les énergéticiens. Avant, EDF, Engie géraient seuls leur quantité d'eau dans les barrages. Aujourd'hui, c'est un compromis entre les préfets, les agriculteurs, le tourisme, l'industrie. L'eau doit être là l'été pour tout le monde, pour nous, pouvoir boire, pour pouvoir nous doucher, mais parfois sur les canaux également de tourisme, pour pouvoir avoir un tourisme fluvial. Et les agriculteurs en ont également besoin, que ce soit pour l'élevage ou pour les cultures. Et encore une fois, la techno permet d'avoir une meilleure visibilité. Encore une fois, avec les technosatellites, on peut analyser quel est l'état des parcelles, quelles sont celles qui ont besoin d'eau ou pas. Même chose pour la partie phytosanitaire. On voit bien que si on connaît exactement l'analyse du sol par des macro-images satellites, on va permettre d'aider l'agriculteur pour dire, voilà, cette parcelle a besoin de tel traitement, l'autre non, et on peut aller pratiquement au mètre près. Donc, on voit vraiment l'intérêt d'amener ces technologies pour avoir une meilleure protection également de l'environnement, pour ne pas surtraiter les parcelles. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, mais qui peut servir aussi sur le côté administratif. Tout le monde connaît en France la PAC, la politique agricole commune. Jusqu'à présent, il fallait déclarer toutes ces parcelles. Est-ce qu'elles étaient utilisées? Quel type de culture? Est-ce qu'elles étaient en jachère ou pas? Aujourd'hui, ça, c'est automatique. Grâce aux images satellites, on sait détecter quel type de culture sur quelle parcelle. Alors, ça pouvait être vu au début comme un contrôle. Aujourd'hui, c'est vu comme une facilitation administrative où on n'a plus à remplir ces tonnes de papier. Donc, on voit encore une fois le digital pour faciliter la vie avec des tâches un petit peu répétitives.
Merci Patrice Duboé, directeur de l'innovation pour l'Europe du Sud chez Capgemini. C'est la fin de cet épisode de l'Hebdo du 15 mars 2025. Une émission concoctée avec amour et passion, je vous l'assure. Comme chaque semaine, j'étais ravi de passer ce moment avec vous. J'espère que ça vous a plu. Version longue, très longue, si vous êtes abonné à cette version premium. Donc disponible également désormais sur Spotify. Ne ratez pas notamment la version intégrale de l'interview de Clément Delangue de Hugging Face. On va beaucoup plus loin dans l'interview complète à écouter dans quelques jours. Comme d'habitude, je le répète, mais c'est super important, n'hésitez pas à noter ce podcast, 5 petites étoiles sur Apple Podcast, vous pouvez également noter sur Spotify et puis sur d'autres applis d'écoute, pas toutes, alors vraiment faites-le là tout de suite avant de passer à autre chose. Vous pouvez également m'envoyer un commentaire et puis on se retrouve la semaine prochaine, bien entendu pour une nouvelle édition de l'Hebdo. D'ici là, chaque jour, un épisode du podcast Monde Numérique. Abonnez-vous à la newsletter, vous serez informé directement dans votre boîte mail, jour après jour. Il suffit pour cela d'aller sur le site mondenumérique.info. Enfin, si ça vous a plu, faites connaître Monde Numérique, parlez-en à vos amis, abonnez-les de force même s'il le faut. Je vous souhaite une très bonne semaine pleine de tech. Salut.